le GIGN, c'est quoi? À quoi ça sert et quand ça a été créé? Vous pouvez peut-être nous faire un petit historique de ce qu'est le GIGN. Donc merci Hervé de m'avoir invité parce que je viens de... Tu travailles avec Ring Édition où j'ai écrit mon deuxième livre. Et puis je voulais vous remercier de votre présence à cette conférence parce que j'ai visité Manurin, entre parenthèses, il y a 30 ans parce que le Manurin était notre arme de dotation. On commençait avec le Mac 50 pendant 3 mois et quand on avait la remise du Manurin, c'était vraiment... comme si on faisait une communion, quoi. Donc le GIGN a été créé en 73 et suite aux événements, vous savez, de Munich, avec la tuerie des athlètes israéliens. Donc la France a remarqué qu'il leur manquait des groupes d'intervention et donc a été créé les GIPN. Ce sont les groupes d'intervention de la police nationale qui sont dans les grandes villes, qui sont devenus antennes RAID. Et en 1974, le lieutenant Proutot a créé le GIGN. Donc le GIGN s'est formé à Maison-Alfort et c'était un petit groupe de 30 personnes. Et donc il a existé sur les prises d'otages. La Mecque, vous avez vu dernièrement, il y a eu un reportage sur la Mecque. Et Paul Baril, il y avait une prise d'otage à la Mecque. Et en fait, Paul Baril, le capitaine Baril, l'adjoint de Proutot, quand on lui pose la question « Est-ce que vous avez été à la Mecque ?» il a dit « Je ne suis pas allé, mais je ne suis pas prêt d'y retourner ». Et en fait, ils avaient demandé la coopération du GIGN parce qu'on y est allé avec des tonnes de lacrymogènes pour essayer de résoudre cette prise d'otage. Donc moi, j'ai rejoint en 81. J'ai fait 3 ans d'abord dans l'armée de terre, dans le matériel à latte, dans les hélicoptères. Et ensuite, l'atelier ne me plaisait pas tellement. J'étais un peu footballeur, sportif. Donc j'ai rejoint le GIGN en 1980. J'ai passé les tests. Nous étions 60, j'ai terminé 6e, vous saurez comme ça tout. Et donc il y avait 6 places. Donc en 81, je suis rentré et à l'époque, nous étions une quarantaine. Et le GIGN de mon époque, si vous voulez, il fallait être polyvalent. C'est-à-dire que j'ai fait donc la neutralisation des explosifs. Donc c'est pour ça que Manurin, j'aime bien. J'ai visité votre usine, c'est intéressant. Donc je suis spécialiste explosif. J'avais un fusil comme quand vous êtes jeune au GIGN, vous avez le fusil de précision de jour. J'avais le fusil de précision de nuit, ce qu'on appelle l'OB50. C'est un intensificateur de lumière. Et donc j'étais moniteur commando. Je suis brevet de skieur militaire. Je suis brevet d'alpinisme militaire. En fait, il fallait être polyvalent. Et donc j'ai quitté en 95. Et en 95, donc j'étais major. Les armes me plaisaient bien. J'ai rejoint la garde républicaine. Et donc successivement... j'ai été patron de la sécurité du ministre de la Défense, c'est-à-dire Charles Millon, Alain Richard. Ensuite, je suis parti 2 ans à l'école gendarmerie ivoirienne. Il faut que vous sachiez que la gendarmerie en Afrique, c'est la même gendarmerie qu'en France. On fonctionne de la même façon, compagnie, groupement. Ensuite, au retour, Rémi en parlait tout à l'heure, le patron de Manurin, la gendarmerie est passée sur Six Hour. Et quand vous changez d'une arme... le Six Hour, donc non mais il faut préciser que c'est une arme. Et le Six, oui, je suis désolé. Le Six Hour, voilà, on est passé du Beretta au Six Hour, c'est une arme automatique suisse. Et on passait aussi, vous voyez à la télévision de temps en temps, le BPT, le bâton de protection télescopique. Vous savez ce qui se détend là. Et donc j'ai été muté à l'Élysée parce que je devais former les 250 gardes. J'étais patron de la sécurité de l'Élysée sous Chirac. Donc toute politique mise à part, je peux vous assurer que c'était quelqu'un de très sympa, proche de la masse salariale. Et donc j'ai formé les 250 gardes au Six Hour parce qu'il faut tirer 50 cartouches pour avoir l'attestation. Et le BPT, il fallait 8 heures pour avoir l'attestation. Et ensuite l'Élysée, j'étais 3 ans et demi. Donc j'ai réussi à avoir une carte Gold Flying Air France. J'étais 3 ans et demi aux affaires étrangères. J'étais conseiller sécurité dans les ambassades. Mais je vous rassure, je n'ai pas fait Tahiti, je faisais Khartoum, Alger, Moroni, tous les beaux jolis ports de pêche. Et suite à ça, donc c'était très intéressant, mais bon, la monarchie n'est pas morte, je vous rassure, parce que dans le deuxième bouquin, il y a un petit chapitre sur les affaires étrangères. Et je peux vous assurer qu'on n'a peut-être pas besoin d'ambassades perdues qui nous coûtent très cher. Bon, ben ça, c'est mon avis. Et ensuite, j'ai terminé en Côte d'Ivoire, 6 mois, béret bleu. Et suite à ma prestation, je suis parti à la retraite le 21 mai 2010. L'ONU m'a engagé pour 3 ans. Et donc, je formais les policiers et les gendarmes dans la protection et l'intervention. Et depuis 2 ans, donc, je suis à l'Union européenne, je donne des cours je fais des petites formations de 15 jours à Bangui, joli port de pêche aussi, au Centrafrique. Je fais de la gestion de crise et de la négociation. Parce qu'en Afrique, c'est « donne-moi tes papiers ». Donc je leur apprends, police nationale, veuillez me présenter au famille.
Oui, c'est important la politesse quand on a un uniforme. Hein. Oui, tout à fait. Hein, on s'en rend pas toujours compte. Bon, alors, le GIGN, on va revenir, Au GIGN. on va revenir au GIGN, mais au départ, alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour entrer au GIGN et comment on y rentre, les tests? Alors, on vous demande quoi? C'est simple, à 17 ans, je suis né en Algérie, près de Sidi Bel Abbès, où Marcel Cerdan est né, parce que tout le monde croit qu'il est marocain. Il est pied noir, algérien de l'Oranais. Donc je suis lointaine parenté. D'ailleurs, j'adorais la boxe anglaise. À 17 ans, je suis allé à l'enterrement du général de Gaulle, donc à Colombey-les-Deux-Églises. Et là, je me suis rendu compte que le métier des armes me plaisait. Donc j'avais un bac technique de chaudronnerie et de métallurgie. J'ai fait mon service national à Metz, à la DRM, Direction régionale du matériel, et je me suis engagé 3 ans. Mais le matériel, c'était pas mon truc, donc j'ai décidé de changer d'arme et j'ai pris la gendarmerie. Et en 74, je suis rentré, en 77, je rentre en gendarmerie, et 2 ans après, j'entendais parler d'une unité d'intervention sympa. Comme j'aimais le sport, vous avez vu, je fais pas 1m95, 95 kg, mais au GIGN, en fait, il faut que vous soyez bon partout. Donc en 80, j'ai passé les tests. Ça dure une semaine, ça part de maximum de pompes, option de traction, parcours du combattant, natation pieds mains liés. Voilà. En fait, il faut pas être un athlète, mais il faut être bon dans tous les domaines. Ne pas avoir le vertige, bien sûr, parce que c'est dommage, peut-être le film, tu l'as pas, non, c'est pas grave. En deuxième partie. Voilà, et donc je suis rentré, vous avez 1 an de formation pour l'intervention, et après ça a été très vite, ça a été brevet parachutiste, donc j'ai 700 sauts, le Mont Blanc. En fait, il faut au GIGN, si vous voulez, on travaille, on a été en Guyane, en forêt profonde, il faut qu'on puisse intervenir dans tous les cadres, dans tous les domaines, et qu'on soit acclimaté en fait. Donc après, ça a été très vite, ces formations, le ski, l'escalade, et entre-temps, bien sûr, toutes les missions de sécurité. Alors, est-ce qu'il y a une formation psychologique particulière? Parce qu'il faut quand même rappeler que le GIGN est une unité d'élite. Donc, on demande à ces gendarmes, à ces super gendarmes, des opérations que d'autres ne peuvent pas faire, qui sont vraiment spécifiques, dangereuses, qui demandent de la maîtrise. Alors, est-ce que psychologiquement, vous êtes formé, on vous apprend qu'est-ce qu'on vous apprend en fait pour ça? Tout d'abord, déjà, quand on fait la semaine de test, l'épurage est rapide parce que on travaille en altitude. Donc déjà, on voit le gars qui maîtrise à 20 mètres, qui maîtrise en escalade, qui maîtrise dans les tests. Et ensuite, on passe des tests psychotechniques. Mais je vous avoue que les tests psychotechniques, je les ai passés 3 ans après. On a institué... Non, mais on les a fait quand même, les anciens. On les a fait quand même, les anciens, et en fait, voilà, c'est des questions. On les a passés à l'armée. Enfin, oui. On est nombreux à avoir fait l'armée ici. On connaît. Mais là, non. Et là, ils avaient mis une batterie de tests spécifiques GIGN. D'accord. Et je dois vous avouer que, mais je pense qu'il y a des anciens un peu comme moi, à notre époque, si vous voulez, voir pleurer quelqu'un, ça nous émeut, on n'était pas trop émus. Et en fait, maintenant, on est des psychologues pour tout. Mais bon, je vous le dis en souriant, mais c'est pas marrant, mais j'ai vu beaucoup de cadavres, j'ai vu des suicidés, j'ai vu des morts, on m'a tiré dessus, j'ai tiré sur les gens. Et en fait, quand vous faites un métier, je vous donne juste un exemple, Clairvaux, on faisait beaucoup de séances de tir, puisqu'on était chez Manurin. Et les séances de tir, si vous voulez, de temps en temps, on faisait des séances de tir où on vous présentait pendant 3 secondes une cible, et elle disparaissait. Et donc j'ai 2 anciens qui s'appellent Gérard et Renaud. À Clairvaux, donc il y a eu une prise d'otage. Donc il y a eu un mort, et puis il y avait le directeur qui a été pris en otage par 2 détenus, quoi. Et en fait, ces 2 détenus, quand on tire pour neutraliser, pour tuer, il faut vraiment qu'on n'ait trouvé aucune solution. Et le jour, donc il y a eu un code de tir. Dans mon deuxième livre, j'explique le code de tir. C'est-à-dire que le code de tir, c'est vraiment quelque chose. On va vraiment dans le temps, c'est pas feu. Non. 1 près, 2 près, top, 1, 2. On laisse le temps, voir, parce que si une cible disparaît, il faut que tous les 2, on soit en osmose pour le tir. Et une fois qu'ils ont tiré, malheureusement, il y a eu 2 morts. Heureusement qu'il y a eu un assaut dans le bureau du directeur, parce que le directeur, c'est la réaction aussi des gens. C'est que quand les 2 gens, il y en a un qui a pris la boîte crânienne qui est partie, le directeur a voulu se suicider. Et heureusement qu'il y avait un assaut pour le récupérer. Et en fait, quand je suis allé voir Gérard, je leur ai posé la question, je dis mais qu'est-ce que tu as ressenti? Et en fait, quand vous faites un entraînement, ils n'ont pas été au résultat. On leur a dit c'est un mec dangereux, il a assassiné une infirmière, on nous a donné un ordre,
un code de tir, on tire, voilà, on range le fusil et on rentre. Donc si vous voulez, maintenant on a tendance, c'est pas que je sois dur, hein, on est tous des sentimentaux, je pleure comme tout le monde, mais maintenant si vous voulez, vous avez des cellules psychologiques, vous savez, j'ai perdu 8 potes, j'en ai des frissons, j'en parle dans mon bouquin, ils ont vécu une passion. Et je crois que vivre une passion, quand on les enterrait, on terminait tous bourrés et on était contents pour eux. Le seul problème, c'est les familles. J'envoie toujours mes vœux aux veuves. Mes enfants, mon fils est commandant de gendarmerie, il a 38 ans, ma fille a 34 ans, je suis grand-père depuis 9 mois. J'ai eu cette chance d'être vivant, mais j'ai plein de potes il y en a une dizaine qui sont morts, et dont 2 copains avec qui j'avais fait les tests. Voilà. Je crois que le plus dur, parce qu'il y a des enfants qui ont sombré un peu, quand le papa n'est pas là, ils ont sombré un peu dans la délinquance. Mais je crois que c'est vraiment le... Mais quand vous vivez une passion, il y a très peu de gens qui vivent une passion. On pense pas au coup de feu, on se croit... D'ailleurs, ne croyez pas que quand on fait un assaut, on le fait comme ça. Non. Sachez quand même qu'on a des casques par balle. Bon, malheureusement, à Orange, je pense que il a été pris, le gendarme qui est mort a dû prendre... alors là, c'est le fait divers. Voilà. C'est le gendarme qui est mort. Qui est mort le 20 mai sur Forcené 80 ans. Mais il faut savoir que les seules parties que vous avez quand vous êtes en intervention, la seule partie en fait que vous risquez d'être touché, c'est les bras et les jambes. Et ce qui est marrant, c'est qu'après chaque intervention, on faisait un rapport d'intervention. Et un jour, il y a un gars qui est mort. Vous voyez, il faut qu'il se passe quelque chose. Il arrive avec le bouclier. Et pour rentrer, il a dû faire ça. Et en fait, la balle est rentrée sous le bras. Elle est allée directement dans le cœur et il est mort sous le coup. Mais qu'est-ce qu'on a fait après? Les gilets pare-balles, vous remarquerez, ils descendent sur l'épaule, ils descendent sur les cojones. En fait, on protège toutes les parties. Et en fait, quand vous faites un assaut, vous avez une plaque de... Vous vous sentez indestructible. Et il faut vraiment, donc vous avez le casque, maintenant ils ont moi à mon époque on n'avait pas encore tous ces, on était vraiment des boléros quoi. Mais maintenant si vous voulez, quand vous faites un assaut les gars, et puis vous avez le bouclier, vous avez remarqué maintenant vous avez un bouclier qui est balistique, et quand vous donnez un assaut vous avez ce bouclier qui arrête quand même des munitions assez fortes, et on se sent, donc la seule... Et on y va. Et puis attendez, l'improvisation n'existe pas. Hein. C'est travailler, c'est travailler. Vous savez, quand vous voyez à la télé, vous sonnez, le gars, on l'appelle dans le salon. Quand on l'appelle dans le salon, ça veut dire que les équipes peuvent rentrer, on sait où il est. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du chat et la souris. Par contre, maintenant, les terroristes, on est en train de former des équipes à 20 minutes. Là, ce sera vraiment... Je pense qu'on rentre dans une période très, très sensible. Et là, il faudra que les gens ils aillent directement. Parce que, eux, si vous voulez, une fois qu'ils auront ouvert le feu, c'est taper, se retrancher et attendre les forces de l'ordre. Alors, on va y venir, hein, évidemment. On peut rester assis, hein, c'est bien confortable. Non, j'ai pas dit ça, c'est pour moi surtout. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, le GIGN a cette particularité, alors je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais pendant longtemps, il y a eu plus de morts aux entraînements qu'en mission. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, je pense que oui. Comment on meurt à l'entraînement? Eh bien, on meurt à l'entraînement, sur un entraînement parachutisme, parce que la jambe est restée dans une cordelette. On meurt à l'entraînement parce qu'on essaye de travailler au plus près de la réalité. Parce que plus vous travaillez au plus près de la réalité, le jour où vous êtes en intervention, eh bien, vous avez l'impression... Le jour où vous êtes en intervention, eh bien, vous avez l'impression d'être à l'entraînement. C'est terrible ce que je dis, mais c'est ça. Vous êtes des athlètes qui travaillent la perche, qui travaillent, c'est des mouvements. Et en fait, c'est un travail. La force qu'on a, Marignane, vous savez que Marignane, c'est pas un coup de chance. Marignane, c'est 3 entraînements par mois à Roissy, sur tous les types d'avions. Moi, j'avais tous les plans des avions. Quand vous faites un assaut, on sait comment ouvrir les portes, on sait comment taper, vous savez, le toboggan. Mais les avions, on les connaît par cœur. Et le top action. Par contre, j'ai une petite anecdote sur le Marignane, si tu le permets. Oui, je voulais venir plus tard parce qu'on a une vidéo, mais on a un petit problème technique. Alors, je voulais montrer la vidéo, mais... Et en fait, vous savez que Marignane, il y a une préparation, il y a un raisonnement tactique à adopter. Vous prenez l'avion, on a pris le même avion Airbus. On va passer la vidéo alors, histoire que les gens se remettent bien en mémoire et on pourra la commenter en même temps. Et en fait, il y a toujours un petit facteur de chance. Et ce jour-là, le facteur de chance, messieurs, dames, c'est que le GIGN s'est entraîné sur un avion avant de faire l'assaut sur l'avion avec
avec les otages. Et d'après vous, quelle est la différence entre un avion vide et un avion plein? Voilà, le poids. Le poids. Et en fait, que vous avez vu à un moment donné, la passerelle est arrivée. Et comme c'était l'avion était, et comme l'avion était plein, eh bien il n'était pas à la bonne hauteur et on n'a pas pu ouvrir la porte. Eh bien le fait de reculer, de descendre la passerelle et de rentrer, figurez-vous que les 4 terroristes sont rentrés dans le cockpit. Donc si on avait fait l'assaut au moment où la passerelle s'est mise en place, on aurait pu peut-être scinder le groupe de terroristes, 2 dans le cockpit, et là c'était le carnage. Vous voyez, il y a toujours ce petit, et là les 4 terroristes sont rentrés dans le cockpit et c'était gagné pour nous. Bon, il y a le pilote, mais bon, il est très bien payé pour. Il n'y a pas de pilote de ligne. Par contre, vous savez que le gars qui se jette par la fenêtre, je vous expliquerai tout à l'heure, il court avec un fémur cassé et le coude cassé, parce que vous avez dans l'avion un staple stop. Je ne sais pas si un ralentisseur. En fait, le copilote, vous avez une poignée. Vous savez quand il sort de l'avion. Il doit choper une poignée qui le descend jusqu'au sol et qui le ralentit. Et en fait, il loupe cette poignée. Donc, il tombe de pratiquement 6 mètres. Il a le fémur cassé et le bras cassé. Et il continue. Vous avez vu comme quoi l'adrénaline, la peur, ça vous donne une force. Alors, on va revoir les images. Moi, j'aimerais savoir comment on détermine le type qui est en tête de colonne. Ah ben, tout le monde. Alors, je vais vous dire quelque chose. J'étais 5 ans à l'assaut. Et on revoit. Voilà. Donc, voilà. J'étais 5 ans à l'assaut. La meilleure place, c'est devant. Et donc, mon chef de groupe était obligé de faire un tour parce que tout le monde voulait être à l'assaut. Voilà. Donc et là, vous voyez, de reculer pour ouvrir la porte. Voilà. Et en fait, voilà. Et là, si vous voulez, c'est les terroristes sont dans. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que Thierry Pregnaud qui rentre avec un Manurin, ça c'est pour Manurin, un 5 pouces 1 quart. Donc, parce que maintenant, si vous voulez, c'est la mode, c'est un peu la Mad Max, un Beretta, on envoie 15 cartouches. Non, il est rentré, il a tiré 3 coups de feu. Et en fait, il y a voilà, regardez la chute qu'il fait. Il y a au moins 2 étages. Et le deuxième, c'est lui qui a ouvert la porte. Et malheureusement, il a 20 kilos. Vous me demandiez, Carole, pourquoi il n'y a pas de gendarme féminin à l'intervention. 20 kilos. Et il a eu un tassement de vertèbres. Et là, si vous voulez, le temps, pendant que le groupe d'assaut se tire contre le cockpit, on évacue. Voilà. Vous avez vu, il y a toute une préparation, un périmètre de sécurité. Et là, vous avez 229 quand même otages qui ont été libérés. Et là, si vous voulez, c'est que l'assaut, vous y allez, vous êtes blessé, vous partez, et il y en a un qui vous remplace. Et quand vous êtes dans l'action, moi j'ai fait un hold-up en flag, tant que vous n'êtes pas touché, vous êtes dans l'action. Parce qu'on voit un moment, un des membres du GIGN. Oui, qui est touché au doigt. Et vous savez, tu sais ce qui le sauve en fait? C'est le ponté. C'est le ponté de son arme. Et on en voit un qui repart à l'assaut après. Ah ben complètement, oui. Il est touché, mais il repart. Et alors, ça fonctionne comment dans la tête, vous savez gendarme? Il est formé à ça? C'est la formation? C'est l'entraînement? Bien sûr. Vous savez ce qui nous libère? C'est le top action. Vous avez la préparation, vous êtes au moment de l'assaut, et quand vous entendez top action, plus rien n'existe. Et là, il faut savoir que Thierry Pregnaud rentre avec un Manurin. Quand il rentre dans l'avion, en fait, il abat le premier terroriste qui se cache, qui est devant le pilote. Donc il tombe. Arrête. Il tombe de pied. Il abat un deuxième terroriste, et c'est le troisième avec la Kalachnikov qui le prend d'une rafale. Il a failli perdre le bras. Et en fait, une fois qu'il tombe, il lui balance une grenade russe. Et en fait, il a des éclats de la jambe jusqu'à l'anus. Et il est en train de se vider de son sang. Et il y a une histoire quand même que je voudrais vous raconter parce qu'elle est émouvante mais très sympa. C'est Capuccello qui le met 15 minutes après, qui le met sur le toboggan. Et en fait, il y a Arlecchini, Capuccello, ces 2 gendarmes qui sont morts en plongée. Ils sont descendus à 80 mètres, ils pensaient qu'ils étaient à 60 mètres. Voilà, des accidents qui arrivent à l'entraînement. Et en fait, Thierry Arlecchini est touché au bras. Capuccello le met sur le toboggan. En fait, il lui sauve la vie parce que ça tire. Et en plongée, l'histoire est magnifique. C'est qu'en fait, c'est Capuccello qui a l'ivresse des profondeurs, qui commence à partir et Arlecchini va le chercher. Et là, au mois de septembre, le fils de Capuccello fait un barbecue en souvenir de son père. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a aussi cette camaraderie, c'est-à-dire que quand vous allez à l'assaut, on est capable, je vous le dis en toute humilité, on est capable de donner sa vie pour son camarade. Quoi. Voilà, oui, alors, justement, j'aimerais qu'on vienne là-dessus. Donc, je disais,
Je vais prendre un peu de rouge, s'il vous plaît. Un peu de rouge. Je conduis pas. Donc, donc vous me disiez la meilleure place c'est devant. Oui, Alors, comment ça? quand on est jeune, on est la meilleure place parce que l'assaut, c'est là où vous avez l'adresse. On s'entraîne. Parce que je peux vous dire que l'entraînement, c'est de l'entraînement, c'est de l'entraînement. Et quand arrive l'assaut, eh bien, mais vous savez, c'est pas toujours l'assaut qui prend le bandit. Parce que des fois, le mec, il est à la fenêtre, il saute par la fenêtre, et c'est parfois le maître chien. Mais bon, quand le chien est parti, je peux vous dire qu'il fait du dégât. Mais l'assaut, ben oui, c'est le moment où... Parce que ne croyez pas que quand on rentre dans un appartement, on ne sait pas où on va. On prépare l'intervention, on connaît la configuration de la maison, on sait où est la chambre, on sait où est la salle à manger. Et quand vous rentrez, c'est pour ça que quand il y a 110 policiers pour Saint-Denis, je ne comprends pas trop, mais on rentre par binôme, s'il y a 4 pièces, il y a 8 binômes. Et chaque binôme a sa pièce bien déterminée. Et bien sûr, on sait pratiquement où il y a le délinquant, ou le forcené, et les 2 premiers vont d'abord dans la salle où se trouve le forcené. Mais c'est comme, je ne sais pas, quelqu'un, le boulanger, est-ce qu'un boulanger, on va lui poser la question, est-ce qu'aujourd'hui tu risques de louper ton pain? Je suis sûr que tous les jours, quand il fait son pain, il est sûr qu'il réussit son pain. Tu vois ce que je veux dire, hein? Donc nous, on travaillait tellement, toujours borderline, et quand on faisait une intervention... Alors voilà, le problème, c'est qu'au bout de 10 ans, je vous avoue que j'ai un peu raccroché, parce que quand vous avez plus peur, c'est là où ça devient dangereux. Parce que pendant 5 ans, j'étais à l'assaut, après je suis passé chef d'équipe. Et c'est l'avantage, c'est que quand vous êtes chef d'équipe, c'est que là, vous avez la vie de vos camarades en jeu. Et après, je suis passé chef de groupe, si vous voulez. Donc, quand vous donnez le top action, quand vous mettez une manip pour une intervention, il faut que tous les voyants soient au vert pour donner l'assaut, pour éviter qu'il y ait... Et malheureusement, bon, là, vous avez 4 gendarmes qui sont morts en hélico, parce que je pense aussi, on a fait beaucoup de stages montagne avec les PGHM, et là vous avez 4, un pilote, le major mécanicien, et 2 PGHM qui sont morts sur une paroi. Peloton de gendarmerie de haute montagne. Et puis il y a donc le gendarme qui est mort à l'assaut, qui a pris malheureusement, Proutot, le créateur, il a pris aussi un coup de fusil sur une ouverture de fenêtre. Voilà. Donc comme il y a des cyclistes qui meurent, des avions qui malheureusement tombent, voilà, il y a du danger. Et puis je pense que voilà, on fait un choix. Mais je vous avoue que je prends moins de risques qu'un gendarme départemental qui arrête une voiture, qui ne sait pas qui l'arrête et qui risque de prendre une balle dans le tort. Moi, quand je me déplaçais, si vous voulez, on avait l'avantage de savoir où on allait. On savait, on allait au danger, mais il était ciblé. Alors que tous les jours, si vous voulez, le gendarme départemental, quand il arrête quelqu'un, c'est pour ça que la routine les tue parfois, parce qu'il y a un comportement à avoir, il y a le gars qui prend les papiers, il y a celui qui fait la protection du véhicule. Ça ne se fait pas toujours, et on se rend compte que quand il y a un problème, les règles de sécurité n'ont pas... mais on ne peut pas leur jeter la pierre. On sait beaucoup de motards qui décèdent, parce que maintenant, si vous voulez... avec la délinquance, parce que la délinquance quand même aujourd'hui est plus importante, je pense, que plus hard. Il y a moins de respect du gendarme, moins de respect de... On va revenir à tout ça quand on parlera un petit peu, on va dire l'antagonisme, pour rester léger. Oui, je suis pro gendarmerie, excusez-moi. Gendarmerie. Donc Daniel est un vrai militaire. Il y a des policiers peut-être dans la salle. Ou des épouses de policiers, ou des fils de... Non, c'est pas méchant, c'est qu'on est des militaires, et voilà, de l'autre côté, c'est une force de police civile qui n'a pas toujours respect. On y reviendra parce qu'il y a toute une partie dans le bouquin où... 13 pages. 13 pages, où ça balance bien sur la ça police. Ça porte valeur, 13. C'est assez sympa. La première mission, est-ce que vous vous rappelez de votre première mission? La première mission, j'étais avec Jean-Louis Motion, avec qui j'avais fait les tests, qui était rentré un peu plus tôt parce qu'il y a une question d'appartement. Et Jean-Louis est mort en parachutisme 2 ans plus tard. Et la première mission, c'est celle où on a peur. La première mission, c'est la peur du chien qui va vous mordre. Et on y va comme... c'est vachement émouvant parce que... D'abord, j'imagine que c'est pas préparé. On sait pas la veille. Non, c'est le bip. Voilà. Surtout quand il sonne à 2h du matin, c'est macabre. Donc le bip sonne et puis on s'en va à 3h du matin. Et à Sainte-Ruffine, en fait, c'était un immense... qui ressemblait d'ailleurs à Rémi, aussi costaud. Et Rémi Tenberger, en précise. Et en fait, c'est pour vous dire, je l'explique dans mon bouquin, c'est qu'il faut toujours avoir 3 ou 4 gars qui soient toujours en mesure d'intervenir tout de suite. Et ce jour-là, si vous voulez, l'opportunité a fait que
le forcené qui avait pris trois enfants, trois enfants en otage, ses enfants, parce que son épouse était partie. L'opportunité, ça a été qu'il est sorti 3 secondes de la maison. Et en fait, une intervention, c'est simple. Périmètre de sécurité, vous avez un danger, périmètre de sécurité, pour ne pas avoir de dommages collatéraux, donc on évacue tout le monde. Et ensuite, on met des tireurs observateurs. Tireurs observateurs, c'est eux, si vous avez 4 façades dans la maison, vous avez un tireur sur chaque façade, observateur, ils sont 2, et c'est eux qui vont nous donner les mouvements du forcené, s'il sort, s'il rentre. Donc, il n'y a tir que lorsque qu'on fait la reconnaissance, si jamais le forcené sort et il tire sur les... parce que nous, les gradés, on faisait une reconnaissance. Là, il est autorisé de tirer. Mais ces observateurs-tireurs nous permettent de connaître exactement la position du forcené. Donc, on ne fait pas une intervention sans avoir une préparation, en mettant des observateurs, en mettant de... Et ce jour-là, le forcené donc sort à l'extérieur sans son fusil. Et en fait, il y a toujours une équipe qui est prête. Et là, on est parti. Une Bolt, je l'ai battu. Et on était 4. On l'a plaqué au sol. Et puis, bon, vous savez, j'ai fait 10 ans de boxe anglaise, mais le sport de combat, on ne l'utilise pas parce que c'est la force qui fait... c'est l'union qui fait la force. Et en fait, j'avais quand même des beaux bébés dans mon groupe. Et en fait, on l'a chopé. On a fait 800 km et on l'a pris voilà, sans effusion de sang, quoi. Et puis après, on prend un café avec lui parce que c'est Paul Vga qui a un gros problème social. Parce que le terrorisme, il est social. Vous savez, vous vous souvenez de Hollande quand il prend 2 kilos de farine dans la figure? Ça aurait été de l'acide, c'était pareil. Vous voyez ce que je veux dire? La protection, bon, c'était la police. Mais... Ça, c'est fait. Non, mais il n'y avait pas le triangle de sécurité de la protection. Et donc, c'est pour vous dire que le terrorisme peut être social. La dame, elle avait un problème avec, je sais pas, la caisse d'allocation familiale, ou je sais pas. Vous voyez, c'est religieux, c'est politique, c'est social. Le terrorisme, c'est pas uniquement Daesh, quoi. Si vous voulez, tout le monde peut péter les plombs. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce gars-là, son épouse, problèmes familiaux, et il y a aussi une émouvant sur un assaut. Et bien, le gars avait pris son bébé en otage, et sur l'assaut, lui s'était suicidé et il avait écrit "Je t'aime" sur la main de son bébé qui était vivant. Donc, si vous voulez, il y a des... Je pense, voilà, et je vais être dur, mais ça, si vous voulez, c'est émouvant, parce que quand on est père, quand on a de la famille, ce qui est émouvant aussi, c'est quand j'entends... le maître chien du raid qui pleure parce que Diesel est mort, bon, parce qu'il a été tué par un policier certainement. Mais si vous voulez, moi, parce que Brigitte Bardot nous a attaqué, on avait fait une intervention, on a eu 2 chiens qui sont morts. Et moi, la seule scène qui m'a ému, c'est que le chien avec une brenec, vous savez qui sait ce que c'est une brenec? C'est pour chasser le sanglier, c'est énorme. Eh bien, le chien vient mourir au pied de son maître. Et ça, je trouve, ça c'est une belle image. Après, je pense que vous êtes d'accord avec moi, à moins que vous aimiez beaucoup les animaux, je préfère qu'un chien décède plutôt qu'un être humain. Voilà. Donc la police, là-dessus, ils sont très forts. Ils peuvent vous faire un reportage sur le maître chien. Diesel, bon, il n'a pas de bol, mais je veux dire, ils font un affichage. Allez-y, développer là avec Diesel. Là. Diesel, c'est le chien. Non, mais c'est le chien. Non, mais d'accord. Qui a été tué par un policier. Qui a été tué par un policier. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'un Saint-Denis, ils avaient qu'un petit 9 mm. Donc Manurin connaît les calibres. Un petit 9 mm, ils ont dû tirer 9 cartouches et en face, ils en ont tiré 1500. Et vous aviez dans le bouclier des balles, je l'explique très bien dans mon 2e livre, parce que là, je vais en mettre davantage. Et en fait, ils en mettent dans les 2 sens, quoi. Et quand je suis passé à M6, si vous voulez, on m'a posé la question. D'ailleurs, le journaliste est intelligent, il m'a parlé de l'effraction. Et quand j'ai parlé du tir, et ça, je peux vous l'assurer, quand on tire, c'est qu'on est en légitime défense. Mais quand donc je dois tirer sur un individu, il me faut le feu vert de ma hiérarchie. Alors que là, si vous voulez, l'affaire Mera, ça a été une séance de tir. Vous savez, on a beau être bleu, jaune, vert, il y a un code pénal et il est pour tout le monde. Et on se rend compte que Mera, qu'ils ont tué très facilement, parce que c'était une séance de tir, Mera, si on l'avait eu vivant, vous vous rendez compte qu'il est dans la ramification de tous les... Il faut le prendre vivant, même pour la famille. Parce qu'on a envie de le voir au tribunal, il faut penser à ces familles qui... Mera, il est mort. Il a rejoint les 72 vierges, je crois, c'est ça. Et en fait, moi, je préfère qu'ils pourrissent. Moi, j'ai fait des transfèrements. Je peux vous dire que les prisons, que ce soit la santé, Fleury-Mérogis, moi, j'aurais aimé qu'ils restent 35 ans dans un cachot. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on ne pense pas. Vous avez vu la famille où l'avocat dit oui, il a l'isolement, il se plaint, ça là, mais on s'en fout, quoi. Il y a 130 morts qui sont derrière.
attendez. De toute façon, je suis pour la peine de mort, hein, ne le prenez pas mal. Mais j'ai vu tellement d'atrocités. En même temps, vous dites ça, mais dans votre bouquin, vous avez quand même beaucoup de compassion pour les types que vous arrêtez. Parce que pour les forcenés, pour les interventions que vous faites, vous venez de le dire, vous buvez un café avec lui, donc vous avez de la compassion quand même pour ces gens-là. Alors je vais vous expliquer. Vous appelez ça comment ? Alors j'ai une explication, c'est simple. On me demande de prendre le terroriste le plus dangereux du monde et de l'amener. Ben, je vous le dis, en fait, j'ai pris un gars de l'ETA, donc à Villacoublay, et on doit partir en avion, donc 4 heures pour aller à Tarbes, et c'est un gars qui était instituteur de l'ETA, qui a tué Carabinier. Mais moi, si vous voulez, on me demande d'emmener un personnage d'un point A à un point B. Je suis ni juge ni magistrat. Moi, ma mission, c'est d'emmener l'homme d'un point A à un autre. Même si c'est le pire des... Et quand je bois un café, je crois que c'est ça qui fait la force humaine, c'est quand je bois un café, il buvait un café. À l'époque, j'avais un beau gâteau, il a mangé du gâteau. Et je pense que voilà, chacun son rôle. Par contre, une fois, j'ai fait Vaujour. Vous vous souvenez du Vaujour ? C'est le gars qui avait tiré au tribunal de Nantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il avait pris en otage le... Alors lui, il est monté dans la voiture. Donc j'étais chef de la voiture. Il est monté, il dit, de toute façon, si j'ai une opportunité, et pourtant j'ai de la chat, j'ai de la communication, je me sauve. J'ai dit, ben, c'est bien, la conversation est terminée. Et plus personne ne lui a parlé. Il a voulu jouer les cakes. Mais avec l'entraînement qu'on avait, parce que quand on fait des transfèrements, je peux vous dire que des fois, le gros problème de notre justice, c'est que le gars qui va être transféré, 15 jours avant, il sait qu'il va être transféré. Et on a eu, je peux vous assurer, donc quand on fait un transfèrement, vous avez 3 véhicules, CX 2400 GTI à l'époque, 200 km/h sur le... Ça, c'était la belle époque, excusez-moi. Et sur l'autoroute. Et en fait, vous aviez une voiture ouvreuse, une voiture avec le tôlard et une voiture à l'arrière. Eh bien, on a été suivis parfois par des convois qui voulaient essayer de... Mais comme on ne prenait pas les stations, quand on prenait les stations, quand on vidait toute la station, on était armés comme des porte-avions. Donc les mecs, ils ont retrait du percuteur, ils sont rentrés tranquillement. C'est pour vous dire qu'on a... En fait, on paye notre démocratie. Hein. On peut pas aller à l'encontre. Et puis pas ce gouvernement. Bon, celui-là, il est quand même, c'est le champion du monde. Mais c'est tous les gouvernements. Hein. Sarkozy, il a pas été aussi. Il a enlevé les policiers de proximité. Sarkozy, il a enlevé. Vous l'aimez pas, Sarkozy ? Non, mais Sarkozy, je l'aime pas. Non, ouais. Alors, il préfère la police aux oui, gendarmes. tout à fait. Oui. Ouais. Parce qu'en enlevant les policiers, mais vous allez comprendre, en enlevant les policiers de proximité, dans le 10e et le 11e arrondissement, vous avez les tueries sur les... Parce que je vais vous poser une question. Sur un commissariat de 100 policiers, d'après vous, combien il y en a qui patrouillent ? J'ai la réponse. Ouais, il y en a 4. C'est dramatique, c'est qu'actuellement, vous n'avez plus de policiers. J'ai une lettre, alors bien sûr, c'est ça qui est bien, parce que j'ai des amis à la direction de la gendarmerie nationale, mes potes qui me disaient « Marcel, viens, on a quelque chose à te dire ». J'ai une note officielle d'un préfet, je ne vais pas vous le cacher, c'est Montpellier, où le préfet demande à ce que la zone police devienne gendarmerie, parce qu'il a un commissariat de 100 policiers, et il n'y a que 4 policiers qui patrouillent. Et à côté de ça, qui on va chercher ? On va chercher l'armée, les militaires, qui est mon autre métier, parce qu'en gendarmerie, je peux vous assurer que les gens font ce métier par passion, parce qu'on a des valeurs, des traditions depuis 8 siècles. Et ça aussi, c'est un peu notre force, c'est qu'on a des traditions et on veut les maintenir. Voilà, 100 policiers, 4, vous voyez. C'est pour ça que les polices municipales, je l'ai expliqué dans mon livre, parce que je suis un mec de terrain, j'étais 2e pompe, mais j'ai connu tellement le terrain, je sais ce qu'il faut faire dans le plan de la sécurité. Les polices municipales vont prendre de l'ampleur. D'ailleurs, Madame Hidalgo pense peut-être faire une police municipale. Vous avouerez que quand vous avez 150 000 policiers, parce que la gendarmerie gère 95% du territoire et 55% de la population, 100 000 gendarmes, la police gère 5% du territoire et 45% de la population. Vous voyez un peu l'échelle ? Bon, on va ouvrir le... Bon, on va parler d'autre chose. Non, on va ouvrir le chapitre police. On va parler de diesel. Ouais, non, bon... Continuons avec la police parce qu'il y a des trucs intéressants. D'abord, il faut nous dire ce que font les 96 autres. 4 qui patrouillent. Ça c'est. Je peux peut-être raconter l'anecdote sur le. Parce que je pense que vous aussi, le gendarme est respectueux, je pense, par rapport. Donc, comme je vous ai dit, je suis né en Algérie. Moi, j'étais en scooter. Le policier m'arrête. Je lui dis bonjour. Il ne me répond pas. Parce qu'à l'époque, j'étais un peu plus brun, donc un peu plus maghrébin, peut-être. Et donc, il m'arrête. Il me dit t'es pas dans l'Oued. Ah, je dis, ah bon, monsieur, alors le vouvoiement, je pense que même si un jour c'est les cours que je donne à mes Africains, même si vous tombez sur quelqu'un de virulent, ne le tutoyez pas, c'est facile de dire casse-toi, gros con.
Alors que monsieur, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce que je veux dire? Restez dans les formes. Et donc le gars, je lui dis, mais monsieur, pourquoi vous me dites, vous me parlez comme ça? Alors le mec dit, ouais, t'es pas dans l'Oued, mec. Alors je dis, c'est peut-être parce que je suis né en Algérie que vous... Alors là, je lui dis, mais vous êtes de quel commissariat? Il me dit, pourquoi? Et je dis, parce que le lieutenant de gendarmerie de la République française que je suis veut voir votre commissaire. Et là, j'ai eu une certaine excitation. J'ai demandé, soit vous excusez, soit je vais voir votre commissaire. Et il s'est excusé. Voilà, c'est pour vous dire qu'on doit respecter. Tout à l'heure, Hervé me demandait, truand, pas truand. Je ne connais pas quelqu'un, moi, je le vous vois. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je crois qu'il y a un respect. Et je pense que peut-être vous êtes tombé sur des gendarmes mal formés, mais je pense que le gendarme, quand il vous arrête, il y en a beaucoup qui ont été arrêtés par les gendarmes. Bon, les Ils gendarmes, ont été durs. Contrôle? ils ont plutôt une bonne image, les gendarmes. Oui, oui, oui. Mais oui. non, on va en revenir aux flics parce que vous me faites passer un truc à l'autre. Il faut quand même que je gère un peu. Oui. Donc, que font les 96 autres dans le commissariat? Et parlez-nous de ces 7h52 là. Voilà. Parce que ça, les gens ne savent pas. Eh bien, écoutez, je vais rebondir sur ce que dit Hervé. Vous avez 600 syndicalistes qui ne sont payés qu'à faire du syndicalisme dans la police. Et ça représente, selon la Cour des comptes, parce que je ne me mouille pas, ce qui représente 200 000 jours non travaillés pour 2015. Et ces 200 000 jours correspondent à 1000 emplois. Il gaspille 49 millions. Vous comprenez pourquoi j'aurais aimé qu'on reste dans notre ministère des Armées. Il gaspille 49 millions d'euros par an, rien que pour les syndicats. Donc ces gens-là, si vous voulez, où on met un gendarme, il faut 3 policiers, puisqu'il faut faire 3 x 8, 24, 7h52. Expliquez pourquoi 7h52. Parce qu'ils ne travaillent pas 8 heures par jour, ils travaillent 7h52. Exactement. Et il travaille. Alors, est-ce que vous connaissez le rythme de travail d'un policier? Non, mais expliquez-nous d'abord les 7h52. Vous travaillez 5 jours et vous avez... Oui, parce qu'il doit passer les consignes. Bah non, mais c'est à vous de le dire, c'est pas à moi. Non, mais tu as lu le livre. Bah oui, mais il faut expliquer aux gens, ils l'ont pas lu. Et en fait, les policiers travaillent... Vous travaillez 5 jours, 2 jours de repos. Un policier travaille 4 jours et il a 2 jours de repos. Donc, si vous voulez, il a son emploi du temps du 1er janvier de l'année au 31 décembre. Donc, il travaille 4 jours, 2 jours non. 4 jours, 2 jours non. Et en fait, ils ont pratiquement tous, ça fait 31 ans que j'habite à Paris, ils ont pratiquement tous 2 métiers. Donc j'ai un copain qui est chef d'entreprise, un policier vient, il dit voilà mon emploi du temps, et il dit ben voilà, vous pouvez m'employer les jours de repos. Et quand mon pote lui dit mais si un jour on a besoin de vous dans le service du commissariat, il dit ben j'irai voir mon syndicat. Dans la police actuellement, il n'y a aucune hiérarchie, il n'y a aucun commandement, et c'est pour ça que je rêve de passer assez dans l'air avec un commissaire qui s'appelle Berton. Est-ce que vous l'avez vu? C'est peut-être un peu radical. Je non ne l'aime pas, pardon. C'est peut-être un peu radical de dire qu'il n'y a aucune hiérarchie, aucun commandement. Ah non, je peux vous dire que et la commissaire là, qui est passée à la télé, je peux vous dire, les escadrons de gendarmerie, on oublie de dire à Paris, vous avez 7 escadrons qui représentent 600 gendarmes qui sont en permanence pour le préfet de police. Vous savez, le gars qui ressemble à un vieux de 102 ans. On se demande ce qu'il fait dans... Non mais c'est vrai, hein, je ne sais pas ce que tu en penses. Et vous avez donc... Je ne suis pas fâché avec la police, moi. Hein. Et vous avez 3000, j'ai fait pendant 3 ans, vous avez 3000 gardes républicains qui font la sécurité aussi. Et en fait, les commissaires, quand ils prennent leur permanence de sécurisation de Paris, et je lui dirais à Madame Berton, je rêve, parce que je connais le rédacteur en chef de C'est dans l'air, il faut à tout prix que je la cartonne, excusez-moi mesdames. Et en fait, avec une boîte de cutter, je vais lui dire, mais madame, souvenez-vous, quand vous étiez commissaire, les commissaires préfèrent prendre leur permanence avec un escadron de gendarmerie mobile qu'avec des CRS. Vous savez pourquoi? Parce que le gendarme mobile, il est respectueux. Parce que des fois, vous avez des commissaires de 28 ans qui sont des canons, elles rentrent là-dedans. Les vieux capitaines sont ravis. Mais les CRS, quand elle lui dit, il faudra aller à tel endroit, le CRS, il dit, je fais ce que je veux. Et là, je lui rappellerai à la commissaire que tous les commissaires veulent prendre leur permanence avec un escadron de gendarmerie parce que c'est... Excuse-moi Rémi. Hervé. Rémi, c'est pas grave. J'aimerais qu'on en revienne. Pourquoi les gendarmes ne font que 7h52? Non, les policiers. Les policiers. Ça y est, les gendarmes, ils font H24. Oui, mais ça, c'est... Les gendarmes font H24. Et là, je voulais le mettre dans le livre, 7h52, parce qu'il faut qu'ils passent les consignes, il faut qu'ils puissent discuter. Parce que le palais de justice, il faut que vous sachiez, il est gardé par la garde républicaine. Les policiers ne travaillent officiellement que 7h, oui. 52 par jour. 4 x 7, 28, ils travaillent, et à mon avis, ils font même plus 7h52, c'était en 2010. À mon avis, ils travaillent 7 heures par jour maintenant. Il y en a même un qui a demandé à être remboursé des 40 minutes quand il passe de son uniforme civil à uniforme police. Il a demandé auprès de l'administration qu'on lui rémunère le changement de tenue. Non mais sans déconner, pardon. Excusez-moi. Il s'est filmé là. Oui, non, mais c'est Vous filmé, pourrez couper sans...
Bon, est-ce que tout le monde a compris pourquoi les policiers ne font que 7h52? C'est bon, c'est pas peine d'y revenir. Écoutez, la réponse, je vais vous la donner. Vous tapez Daniel Cerdan sur Internet. Et il y a une vidéo. J'étais interviewé par Julien Arnaud. Mon livre sortait le 1er octobre, le 4 octobre. Et il en parle. Il dit, mais vous parlez... J'ai l'impression, Hervé, d'entendre Julien Arnaud. Et en fait, il me pose des questions. Et il me dit, vous avez la Légion d'honneur? Je suis proposé cette année, mais je ne pense pas l'avoir parce que les policiers vont me casser. J'ai dit non, c'est pas grave. Daniela Lombroso là, donc ça c'est important. Et à la fin, il me dit, il me pose la question, il me dit, mais qu'est-ce que c'est que la réussite pour vous? Et je dis, je voudrais que tous les citoyens vivent la passion que j'ai vécue. Et comme je dis à mes enfants tous les matins, quand vous mettez vos chaussures, soyez heureux. Et ça, c'est vachement important.